Bonjour, ravi de vous retrouver ici depuis Bruxelles, depuis le cœur du Parlement européen. Dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, nous allons ouvrir ensemble les portes de l'Europe. Et voici le programme. L'Union européenne protège-t-elle suffisamment les populations des risques industriels? L'utilisation et la production de produits chimiques sont-elles suffisamment encadrées? Des questions à nouveau au centre du débat après l'incendie qui a eu lieu en septembre dernier dans l'usine de Lubrizol en Normandie. Notre reporter s'est rendu, elle, en Italie à Seveso. Avant d'être le nom d'une réglementation européenne, cette ville de Lombardie a été le théâtre d'une catastrophe industrielle il y a 45 ans. Nous ouvrirons le débat avec nos invités en plateau. Mais avant, tout ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité européenne cette semaine, de la démission du Premier ministre maltais à la tenue du 70e sommet de l'OTAN, c'est résumé pour vous, comme chaque semaine, par Aurélie Dafas. Est-ce déjà un premier coup porté au Green Deal ? L'Europe n'atteindra pas ses objectifs environnementaux pour 2020, selon le rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Et les tendances actuelles n'augurent rien de bon. Même si le continent réduit ses émissions de gaz à effet de serre et augmente sa part d'énergie renouvelable, le taux de progrès actuel ne permettra pas d'atteindre les objectifs en 2030 ni en 2050, selon l'agence. Alors que la nouvelle Commission européenne vise la neutralité carbone en 2050, le vice-président en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, reconnaît que cet objectif nécessitera des centaines de milliards d'euros d'investissement par an. C'est une première pour Angela Merkel, elle s'est rendue à Auschwitz. Lors de sa visite dans l'ancien camp nazi, la chancelière a exprimé sa honte des crimes barbares commis par les Allemands. Elle a insisté sur le devoir de mémoire de l'Allemagne, mais aussi mis en garde contre la montée du racisme et la propagation de la haine aujourd'hui. Après Helmut Schmidt et Helmut Kohl, elle est seulement la troisième chef de gouvernement allemand à se rendre à Auschwitz, la première depuis 25 ans. Interrogation sur l'indépendance du système judiciaire, soupçons de corruption au sommet de l'État, la situation à Malte inquiète l'Union européenne. 2 ans après l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, l'enquête pointe vers de hauts responsables de l'État. Devant la pression, le Premier ministre a annoncé qu'il allait démissionner en janvier prochain. Joseph Muscat est soupçonné d'interférence dans l'enquête, alors que son propre chef de cabinet est mis en cause. Des parlementaires européens en mission à Malte se sont déclarés inquiets pour l'intégrité de l'enquête et ont réclamé un départ immédiat du Premier ministre. Sommet pour la paix à Paris. Les dirigeants russes et ukrainiens se sont rencontrés à l'Élysée pour tenter de relancer le processus de paix en Ukraine. Cette réunion au format Normandie, avec la France et l'Allemagne en médiateur, relance des négociations au point mort depuis 3 ans. La guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a déjà fait plus de 13 000 morts depuis 2014. La tenue de ce sommet marque une avancée positive, même si les divergences sur la frontière demeurent. Les dirigeants ont convenu de se retrouver de nouveau dans 4 mois. Ambiance tendue au sommet des 70 ans de l'Alliance Atlantique, après la déclaration d'Emmanuel Macron début novembre, affirmant que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Des propos jugés très insultants par Donald Trump, mais que le président français assume. Je pense que quand la glace s'est constituée, il faut des brise-glaces. Ça fait un peu de fracas, mais ça crée une voie de passage. Emmanuel Macron a ainsi obtenu la création d'un groupe de réflexion visant à mieux coordonner les positions au sein de l'OTAN et réaffirmer son rôle stratégique. Nathalie Loiseau, bienvenue à vous. Vous êtes eurodéputée française à la REM ici au groupe Renew et je précise également que vous êtes présidente de la sous-commission sécurité et défense. Bonjour. Nathalie Loiseau, bonjour. Est-ce que vous pensez, comme le président français Emmanuel Macron, que l'OTAN est en état de mort cérébrale ? Le constat qu'a fait Emmanuel Macron, c'est un constat qui est partagé par beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une crise profonde dans l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire. Alors, l'aspect militaire fonctionne bien. Mais sur le plan politique, qui est l'ennemi ? Quelle est la stratégie ? Quels sont les objectifs de l'OTAN ? Nous vivons à un moment où la Turquie, un membre de l'OTAN, a lancé une offensive en Syrie sans prévenir personne, sans se coordonner avec personne, contre nos alliés dans la guerre contre Daesh. Est-ce que ça veut dire que l'OTAN va bien sur le plan politique ? Évidemment, non. Il était temps d'arrêter de cacher la poussière sous le tapis
de mettre les sujets sur la table. Et c'est ce qui s'est passé à la réunion de Londres. Ça a permis d'éviter une espèce de réunion de routine qui n'aurait servi à rien. Vous pensez qu'en fait, que c'était stratégique de la part d'Emmanuel Macron? Il a lui-même qualifié ses propos de wake-up call, d'alarme. Ouais. Et ça a fonctionné. D'ailleurs, personne n'a été critiqué le fond de ce qu'il avait dit. Certains ont dit, c'est vrai, mais il ne fallait pas le dire. Mais alors, pourquoi réunir des chefs d'État et de gouvernement pour faire semblant de dire « tout va très bien, Madame la Marquise » quand tout le monde sait qu'il y a des problèmes de fond? Ces problèmes, ils ont été abordés à la réunion de Londres. On a arrêté de parler épicerie. Ça fait 2 ans qu'on entendait parler de la sécurité de l'Europe que sous le vocable de fardeau utilisé par Donald Trump pour savoir qui payait un peu plus et qui payait un peu moins. Là, on a parlé lutte contre le terrorisme, on a parlé situation dans le Sahel, on a parlé des menaces qui entourent l'Europe, on a parlé de la Russie, on a parlé des vrais sujets et surtout on s'est mis d'accord pour aller dans une réflexion de fond dont l'OTAN a besoin. C'est une vieille dame, l'OTAN, 70 ans, on peut lui dire « tu n'as pas changé », c'est de l'hypocrisie, ou on peut lui dire « mets-toi à la page ». C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Ces propos, ils n'ont pas été appréciés par tout le monde, ni par les Américains, ni par Angela Merkel. Alors, Angela Merkel et Emmanuel Macron, c'est souvent 2 idées tout à fait similaires, mais 2 styles tout à fait différents. C'est pas inutile non plus. Angela Merkel, c'est quelqu'un qui n'avance que quand elle est sûre que tout le monde est d'accord. Parfois, ça empêche un peu d'avancer. Emmanuel Macron, il met les sujets sur la table, il les met mais pas seulement auprès des autres chefs d'État et de gouvernement, il les met auprès des opinions publiques. Parce que la démocratie, c'est ça. Quand vous êtes chef d'État, vous n'allez pas faire vos petits arrangements derrière des portes fermées avec vos camarades chefs d'État en disant aux populations, vous n'en faites pas, tout va bien. Vous prenez à témoin les peuples, vous dites, on a un sujet, on a un problème, on va essayer de le régler. C'est du courage politique parce qu'on n'est jamais sûr d'y arriver. On l'a bien compris. Alors, le 70e sommet de l'OTAN, il s'est tenu il y a quelques jours. Malgré les tensions, il y a eu une déclaration finale unanime où l'on y parle du défi chinois et des menaces que représentent les actions agressives de la Russie. Visiblement, on n'a pas cru à la parole de Vladimir Poutine, que je vous propose d'écouter. Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre volonté de coopérer avec l'OTAN sur des menaces réelles comme le terrorisme international, les conflits armés locaux et le danger de la prolifération des armes de destruction massive. Nathalie Loiseau, on ne peut pas se fier à la Russie. En quoi la Russie représente-t-elle une menace pour l'Union européenne ? Alors d'abord, la Russie, l'Union soviétique à l'époque, ça a été la raison de la création de l'OTAN. L'OTAN s'est créée contre la menace soviétique, il faut s'en souvenir. Et aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine a manifestement une nostalgie bien mal inspirée de cette période soviétique. On a vu l'Ukraine, l'invasion de la Crimée, la guerre dans le Donbass. On voit des ingérences souvent toujours inacceptables et souvent souterraines dans des processus politiques à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a une raison forte d'être vigilant vis-à-vis de la Russie. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, on ne se parle pas. C'est ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Prenez le dialogue avec la Russie. C'est ce qui s'est passé depuis plusieurs années. L'absence de dialogue, est-ce que ça a conduit à des résultats? Est-ce que ça a amélioré la situation en Ukraine, dans tous les conflits gelés que l'on connaît dans notre partenariat oriental, et même vis-à-vis des pays de l'Union européenne les plus exposés? Absolument pas. Il faut un dialogue vigilant, exigeant. C'est ce qu'ont fait Angela Merkel et Emmanuel Macron à Paris, dans le sommet avec Vladimir Poutine et le président ukrainien, sans naïveté, avec de la vigilance, mais on ne peut pas espérer avancer si on ne se parle pas, ça n'existe pas. Alors justement, à l'issue de ce mini-sommet sur le conflit russo-ukrainien, il y a eu quelques déclarations d'intention autour du processus de paix, une prochaine réunion dans 4 mois. Mais le dirigeant ukrainien, lui, n'a pas caché sa déception. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mini-sommet ? Je crois que ce qu'a dit Vladimir Zelensky, c'est aussi ce qu'on partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore devant une paix durable. Mais on a repris un processus qui permet des progrès. Grâce à la rencontre qui a eu lieu cette semaine. Parce que c'est un conflit armé aux portes de l'Union européenne, il faut le dire. C'est un conflit armé aux portes de l'Union européenne. C'est la non-reconnaissance de la souveraineté d'un État indépendant. Donc c'est quelque chose d'extraordinairement préoccupant. L'Ukraine, la Crimée, le Donbass. Ce qui a permis la rencontre de cette semaine, c'est poursuivre, et si possible jusqu'au bout, l'échange de prisonniers qui avait commencé entre Russes et Ukrainiens. C'est consolider le cessez-le-feu, c'est quand même un progrès
considérable et c'est aller plus loin dans le désengagement des troupes de part et d'autre de la ligne de front. Nathalie Loiseau, je vous pose la question telle quelle. Le débat, est-ce qu'il se pose en ces termes concernant la défense et la sécurité? Soit c'est l'OTAN, soit c'est une armée européenne, l'Europe de la défense. La défense européenne, elle n'est pas là pour remplacer l'OTAN. L'OTAN, c'est notre garantie de sécurité collective en Europe. Mais l'OTAN ne peut pas tout. Quand on envoie des troupes au Sahel, la France, à titre bilatéral... La France est bien seule au Sahel. Hein. Elle n'est pas assez accompagnée, mais c'est faux de dire qu'elle est seule, parce que c'est insultant pour les pays européens qui nous ont accompagnés dans Barkhane ou dans l'opération européenne. Vous considérez qu'elle ne porte pas, la France ne porte pas le fardeau de l'Union européenne au Sahel? Je pense que l'Europe doit être beaucoup plus présente et je m'y emploie. On en parle beaucoup dans la commission que je préside. En parler, c'est une chose, mais c'est convaincre qu'il faut que notre sécurité à nous en Europe, elle passe par la stabilisation du Sahel. Si demain on a un califat djihadiste dans le Sahel, c'est-à-dire dans une région qui est à peu près grande comme l'Europe, la sécurité de notre continent sera en jeu. Est-ce que l'OTAN est au Sahel? Évidemment non. Est-ce que quand on voit ce qui se passe dans le nord de la Syrie avec des terroristes djihadistes qui étaient sous la garde des Kurdes et qui aujourd'hui parfois sont dans la nature, parfois peuvent être récupérés par Bachar el-Assad ou par Recep Tayyip Erdogan, est-ce que c'est l'OTAN qui s'en occupe? Ça n'est pas le cas. Est-ce que notre sécurité est en jeu? Oui. Si nous croyons en nous-mêmes, si nous voulons décider de notre destin et plutôt que d'autres décident à notre place, il faut être capable de peser dans l'OTAN. Vous êtes donc pour une Europe de la défense? Évidemment. Pour une armée européenne? Pour une armée européenne, beaucoup disent ça n'existe pas, c'est impossible. Nos compatriotes, et partout en Europe, on nous demande une capacité européenne de nous défendre. Est-ce que ça veut dire une armée avec un commandement unique, tout le monde sous la même bannière, derrière le même drapeau? Évidemment qu'on n'en est pas là. Mais des armées capables d'intervenir ensemble, qui savent planifier d'être ensemble, réactives, qui ont la même culture stratégique, qui sont interopérables, qui se sont entraînés ensemble, qui ont des matériels communs. C'est pour ça qu'il faut le Fonds européen de défense. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 sortes d'avions de combat différents en Europe, plus de 10 sortes de frégates, plus de 10 sortes de chars de combat. Imaginez qu'on essaye de faire intervenir ensemble les États européens, ce serait un casse-tête. C'est pour ça qu'il faut consolider une industrie européenne. Ce sera sans doute l'un des défis de cette nouvelle Commission européenne, cette Europe de la défense. Merci d'être venu à nous apporter votre éclairage. On passe à un tout autre sujet. C'était il y a quelques semaines. L'accident industriel à Lubrizol a relancé de nombreuses questions. Et à cette occasion, nombreux sont ceux qui ont entendu parler de Seveso pour la première fois. Avant d'être une directive européenne, c'est une petite ville de Lombardie à 40 km de Milan qui a été le théâtre d'une catastrophe industrielle. 44 ans après, Flora Sauvage est retournée là-bas et a tenté de savoir si on en avait tiré tous les enseignements nécessaires. Dans ce bois de chêne, aux airs paisibles, 2 fosses contiennent les déchets contaminés issus de l'accident de l'usine de produits chimiques Icmesa, près de Seveso. Après la catastrophe, les autorités rasent l'usine et les maisons à proximité. Sous terre, on a enfoui tous les restes de l'usine et des maisons avoisinantes, avec tous les souvenirs des habitants. Et on a enterré aussi les 80 cm de terre qui ont été raclés pour décontaminer ce bois, ainsi que le matériel de l'usine, y compris le réacteur qui a explosé le 10 juillet 1976. Ce jour-là, le réacteur de l'usine est en chauffe. Une soupape de sécurité saute. Pendant 20 minutes, un nuage blanc chargé de dioxine hautement toxique va se propager. Alberto a 15 ans, il s'en souvient comme si c'était hier. C'est seulement plusieurs jours plus tard, quand je suis repassé aux abords de l'usine, que ça a été la surprise. La surprise, car dans toutes les rues, des panneaux étaient apparus, avec comme message « Interdit de cultiver, défense d'entrer dans les zones contaminées ». Pendant plusieurs jours, les autorités tentent de minimiser le danger, avant de décider l'évacuation de la population. Alberto est forcé de déménager à Milan avec sa famille. C'est là que l'armée avait installé le barrage, à l'entrée de l'usine, là-bas. Dans les jours qui ont suivi l'accident,
La végétation a brûlé, les feuilles des arbres sont devenues jaunes brutalement, alors même qu'on était en plein été. Mais ce qui nous a le plus inquiétés, c'était de voir les animaux qui mouraient. Le bilan de la catastrophe est impressionnant. Plus d'1 millier d'animaux décimés, 77 000 têtes de bétail abattues, 358 hectares contaminés. Les premiers cas de chloracné apparaissent. 193 enfants seront touchés par cette altération de la peau. Ce jour-là, aucun mort n'est à déplorer, mais on craint des effets à long terme. À l'époque, Paolo Moccarelli est jeune médecin. Il lance une série de prélèvements sanguins sur les personnes exposées à la dioxine. Les premiers mois, après l'accident, on a effectué des prélèvements sanguins sur plusieurs milliers de personnes. Et ensuite, on a assuré leur suivi pendant plusieurs années. Dans une étude qui récapitule 40 ans de recherche sur les effets de la dioxine sur la population de Seveso, Paolo Moccarelli révèle une baisse de la fertilité et une hausse de certains types de cancers. Après des années et des années de recherche, la conclusion de cette étude montre une légère augmentation des tumeurs dans la zone hépatobiliaire et au niveau du système lymphatique. À Seveso, il n'y a plus d'usine en centre-ville. La ville a d'ailleurs donné son nom à une directive européenne qui encadre la prévention et la gestion des risques industriels majeurs. Si à Seveso, on a tiré les leçons du passé, aujourd'hui, le maire veut aller de l'avant. Une nouvelle autoroute est en projet pour favoriser le développement économique de la commune. Les travaux pour la nouvelle autoroute devraient bientôt commencer. Il s'agit d'une autoroute qui passera sur le tracé de la route actuelle, qui relie Milan à Meda. En l'agrandissant, on va creuser et déplacer la terre, mais tout est sous contrôle. Les dernières analyses nous disent que la situation est stable. Mais les militants pour l'environnement craignent que les travaux de l'autoroute provoquent l'évaporation de dioxine, ce qui ferait courir un risque pour la population de Seveso. Car plus de 40 ans après la catastrophe, la dioxine est toujours présente dans les sols. Et j'ai le plaisir d'accueillir François Alfoussi. Bonjour, vous êtes eurodéputé français au sein du groupe Les Verts. Christophe Kudler, eurodéputé français également, mais sous l'étiquette LREM, Renew, ici au Parlement européen. Bienvenue à vous. Et Marc Botenga, bonjour, vous êtes eurodéputé également belge et vous siégez au sein du groupe La Gauche Unitaire. Marc Botenga, est-ce que cette catastrophe industrielle à Seveso, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'Union européenne, ça a été le début d'une prise de conscience concernant les sites industriels à risque ? Je pense en partie oui, et je pense qu'on est maintenant à la 3e directive Seveso déjà, donc on a entre-temps 3 directives qui vont dans le bon sens, il faut le dire. Je veux dire, elles ne sont pas suffisantes, je pense, on peut en discuter tout à l'heure, mais moi je constate une certaine schizophrénie, parce que la directive c'est une chose, mais ensuite il faut les contrôles. Il faut les contrôles préventifs et les contrôles de suivi. Maintenant, on voit, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays, que le nombre de contrôles régresse. Donc on a vu, par exemple, entre 2006 et 2014, une diminution des contrôles sur ces établissements Seveso. C'est un énorme problème, parce que si on ne contrôle pas, vous savez très bien que dans un modèle de business basé sur le profit et l'actionnariat, du coup, la sécurité risque d'y passer. Christophe Kudler, ces directives européennes, ces 3 directives européennes Seveso en 1982, 96 et la dernière en 2012, elles ont quand même changé des choses en matière de gestion et de prévention des risques ? Mais elles ont tout bouleversé, en fait. C'était une prise de conscience européenne de la nécessité de traiter le risque industriel. Et ce qu'il y avait de bien, dès la première directive Seveso, c'est qu'elle était évolutive. Donc on sait qu'il y aura demain un Seveso 4, un Seveso 5, parce qu'on doit pouvoir s'adapter au monde qui évolue, au process industriel qui évolue. Et donc on va avoir cette possibilité-là, grâce à ce texte européen, de pouvoir évoluer davantage dans les prochaines années. François Alfonsi, en quoi, en la matière, c'est une compétence de l'Union et non des États européens ?
Parce que le marché est unique et que donc il faut qu'il y ait des conditions de marché homogènes sur toute l'Europe pour l'ensemble des industriels et pour éviter justement le dumping sur les questions de sécurité, il faut une régulation et la régulation doit être commune à tous les pays d'Europe. D'autant plus qu'on connaît aujourd'hui des pollutions que l'on ignorait il y a 30 ans. Par exemple, les particules fines, qui ont été la grande pollution de Lubrizol, c'était une matière qui, au début, en Céveso 76, on ne considérait pas comme un danger pour la santé publique. Il y a plus de 10 000 sites Céveso dans l'Union européenne. Alors, je vais préciser quand même que les directives européennes Céveso, elles donnent des grandes orientations, mais c'est à la charge des États membres de les transposer dans leur droit interne. Du coup, est-ce que d'un pays à l'autre, l'interprétation des contraintes, des normes est différente, Monsieur Botenga? Bien sûr, évidemment. Je veux dire, puis il y a des pays qui traînent. Il y a des bons et des mauvais élèves, clairement? Clairement. Je veux dire, moi, je vais prendre l'exemple de la Belgique. La Belgique a traîné beaucoup sur la Céveso 3. Et puis de voir, est-ce qu'on va faire les inspections, je parlais des inspections, les inspections de suivi. Je veux dire, est-ce qu'on va mettre les moyens, est-ce qu'on va les organiser? Ça a été un grand débat au sein de la Belgique. Tandis que pour moi, ça devrait aller de soi. Mais la question, là, c'est aussi que chaque État membre va essayer de jouer sur la compétitivité de ses entreprises. Monsieur Gudler, vous approuvez? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une réalité en fonction du nombre d'établissements classés ou qui dépendent de Céveso. La France, par exemple, est le deuxième pays. Derrière l'Allemagne. L'Allemagne a 3000, la France a 1300, l'Italie, la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de pays qui n'ont que quelques centaines d'établissements concernés. Donc ceux-là, c'est moins prioritaire dans leur adaptation pour eux. Après, la loi nationale, notamment en France, apporte déjà des réponses aux questions que vous évoquez. Le PPRT, le plan de protection contre les risques technologiques, empêche l'urbanisation autour de sites Céveso, par exemple. Donc il y a déjà une loi qui est adaptée, qu'il faut encore mieux adapter. Pour rappel, le 26 septembre dernier, un incendie a démarré sur le site de Lubrizol en Normandie, à côté de Rouen. Pendant plusieurs heures, 5000 tonnes de produits chimiques partent dans une épaisse fumée noire qui va assombrir la ville normande. Le site classé Céveso fabrique des additifs pour lubrifiants. Céveso, Lubrizol, 44 ans. Est-ce qu'on peut comparer, monsieur Alfonsi? Mais c'est-à-dire que cet accident industriel très important démontre qu'il faut faire plus, c'est l'avantage. Qu'il y a encore des failles. Il y a certainement eu des accidents tout aussi graves qui ont été évités. Heureusement, on a un peu progressé sur la législation. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des failles et que l'on n'a pas encore trouvé la façon de prévenir correctement tous ces risques. Et il y a certainement une difficulté. La transposition des directives dans les États membres, c'est un problème majeur. On sait qu'en France, par exemple, la directive sur la pollution des eaux n'est pas correctement appliquée parce qu'il y a les problèmes des pollutions nitrates en Bretagne avec tout l'élevage, etc. Et nous sommes aux procédures d'infraction, d'ailleurs, très largement atteintes. Donc, il faut s'attendre à ce que... Il faut être plus vigilant sur la transposition. Voilà, il faut s'attendre à ce que les États, surtout quand ils ont de gros enjeux économiques autour d'une mesure qui doit protéger les populations, et le rôle de l'Europe, c'est de protéger les Européens. Il faut s'attendre à ce que les États fassent de la résistance et fassent... de contrôle, comme le disait Marc Botenga. Et puis plus de pression de la part de l'Union européenne. Il faut demander aussi aux travailleurs qui travaillent au jour le jour, il faut leur donner le droit et une protection suffisante pour qu'ils puissent dénoncer les problèmes de sécurité qui sont les premiers à vivre, à expérimenter et à pouvoir dénoncer. Alors on va poursuivre sur Lubrizol, car dans les heures et les jours qui ont suivi l'incendie, la population et certains élus se sont vivement inquiétés. Le PDG de l'usine s'est alors exprimé pour tenter de rassurer les riverains. On l'écoute. Nous présentons nos excuses à la population qui s'inquiète, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter des effets sur la santé à court et long terme après l'incident dans lequel on brûlait des produits de Lubrizol. C'est ce que démontrent les tests qui ont été faits avec plus de 100 000 résultats, et nous sommes en faveur de tests supplémentaires pour soulager les inquiétudes du public, et nous finançons ce programme. Christophe Gudler, il est normal que les riverains de Céveso, de sites classés Céveso, en l'occurrence là Lubrizol, soient inquiets après une telle catastrophe? Oui, bien sûr. Alors, je tiens quand même à préciser qu'entre Céveso et Lubrizol, c'est quand même deux mondes totalement différents. Je veux dire, on a quand même un impact sur la santé publique épouvantable à l'époque de Céveso. On peut pas comparer vraiment les deux. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est la difficulté des populations riveraines d'être informées en temps réel, d'avoir aussi des process il y a ce qu'on appelle des suivis de sites, des commissions de suivi de sites qui permettent d'associer les riverains. Il y a maintenant des techniques modernes comme le SMS qui peut être pulsé. Alors là, c'est en cas de catastrophe, mais il y a également l'information des populations en amont. Et là, les directives Céveso, elles ont agi là-dessus, sauf que maintenant, avec la menace terroriste depuis quelques années, l'information aux populations, elle est moins contraignante.
Mais c'est normal. Enfin, on ne peut pas non plus avoir sur Internet une liste de tous les produits dangereux qui sont dans les entreprises pour avoir une sorte de supermarché pour les terroristes. Je veux dire, il faut aussi garder un peu de confidentialité là-dessus. Et que les États soient informés dans chaque pays de ce qui se passe, évidemment, mais on ne peut pas donner la liste comme ça à tout va. Il faut faire attention avec ces questions terroristes aussi. Je pense que c'est une autre mesure sur laquelle il faudra insister au Parlement européen, c'est pour obliger les États à avoir une suite et un devoir de suite sur un accident beaucoup plus solide que ce que l'on a observé dans les premiers temps et même maintenant, au bout de quelques mois, dans l'affaire Lubrizol à Rouen. Marc Boitenga, est-ce qu'on peut craindre des effets sanitaires à long terme suite à l'incendie à Lubrizol ? Faut être, moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis pas d'accord du tout, même avec cette idée d'avoir plus de confidentialité. Je pense que les gens ont le droit de savoir. Et on l'a eu avec les incidents, les accidents, mais on l'a eu aussi avec des entreprises qui sont, que ce soit dans le sud de l'Italie, Taranto, sur l'impact que ça a sur la santé, tant en Belgique aussi, au port de Gand, etc. Donc les gens ont le droit de savoir, en premier lieu. Les terroristes n'ont pas besoin de cette liste sur Internet pour savoir où aller chercher les substances toxiques, etc. Ils le savent très bien et il y a moyen de contourner ça. On n'a pas besoin de tout dire, mais il faut une information claire et protectrice. Et souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on veut protéger plus l'entreprise que les citoyens qui vivent autour. Et ça, c'est le grand problème. C'est une question d'équilibre. Je veux dire, les entreprises, elles doivent vivre, elles doivent fonctionner, elles donnent du travail aux travailleurs. Sur les frais des gens, quand même. Laissez-moi terminer. Donc les entreprises doivent vivre, elles doivent pouvoir donner du travail aux travailleurs dans de bonnes conditions. Et là, il doit y avoir forcément des préventions de l'environnement, notamment des populations qui sont autour de ces industries. Donc pour ça, les lois doivent être équilibrées. Il ne s'agit pas, finalement, demain on ferme toutes les entreprises classées, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de travail, et il n'y a plus de risque. Ce n'est pas en donnant des droits aux travailleurs et une protection aux citoyens qu'on ferme les entreprises. Les entreprises aujourd'hui, vous le savez, travaillent pour les actionnaires, travaillent de plus en plus, ils ont des bénéfices énormes, et c'est les travailleurs qui souffrent et qui sont de plus en plus flexibles, de plus en plus sous-traités. Et ça, c'est effectivement des lois qui sont votées par des partis traditionnels. Vous avez beaucoup de PME également qui sont des établissements classés, Céveso, qui sont des petites entreprises familiales, à qui on va mettre des carcans réglementaires extrêmement élevés comme excuse et qui peut empêcher de donner du travail aux salariés. Ah non, moi je m'en prends aux multinationales, aux PME, à qui vous voulez. Moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une bonne information pour le public et qu'il y ait une vraie protection des gens et que l'industrie puisse tourner dans l'Union européenne. Voilà, et tout ça, ça va ensemble. Messieurs, moi je voudrais qu'on en revienne à la cartographie des sites Céveso à l'échelle européenne. Est-ce qu'il est encore normal que des sites classés Céveso se trouvent dans ou à proximité de villes, de centres urbains, de bassins de population ? François Alfonsi. Disons, c'est un héritage d'une situation et qui va se retrouver multiplié par les phénomènes de métropolisation. Mécaniquement, plus vous concentrez les populations dans les espaces urbains, plus vous vous exposez à ce que des sites qui pouvaient apparaître en sites isolés auparavant deviennent aujourd'hui au cœur de zones habitées. Est-ce qu'il ne faut pas changer cette situation de fait ? Et donc j'en viens un peu. Il faut prévoir que le déplacement de certaines activités, qui sont en général des activités lucratives et qui permettent d'investir dans la modernisation des process et peut-être même dans la réimplantation d'usines, quand elles prennent un caractère trop imbriqué dans le tissu urbain. Mais ça me semble impossible. Très sincèrement, à mon avis, il ne me semble pas faisable ni utile aujourd'hui de fermer tous les sites Céveso qui se trouvent près de ça. Par contre, une protection décente et suffisante, ça c'est réaliste dans l'immédiat. Oui, on n'a pas parlé de la catastrophe AZF. Elle est significative. À Toulouse, il y a eu des morts, là. Elle a eu des conséquences humaines considérables. Bon, et très clairement, il fallait se poser la question sur une telle activité à risque dans un espace urbain. Et on pouvait la déplacer, celle-là. C'est pas une unité elle pouvait être déplacée sans grande difficulté. D'où la loi risque en France, suite à AZF, qui a permis justement de régler une partie de ces difficultés-là. Mais clairement, il faut pouvoir sortir des villes européennes. Ça peut pas être une directive française. Au niveau européen, vous êtes tous d'accord, donc il faut aller plus loin et rajouter peut-être de nouvelles normes environnementales et sanitaires qui on compte sur vous, messieurs, puisque vous êtes tous les 3 eurodéputés et vous siégez au sein de la commission industrie ici au Parlement européen. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la voir en replay sur les sites internet des chaînes parlementaires, mais aussi sur l'antenne de la RTBF. À très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.